Un récif coloré fourmille de poissons. Ce n'est pas pour rien que les plus grands récifs coralliens du monde sont situés dans des eaux tropicales chaudes. Et cela a à voir avec tous ces rayons de soleil. Quand vous regardez un corail, vous voyez en fait un animal. Beaucoup de gens pourraient penser que c'est une plante, mais c'est un animal avec une minuscule plante ou une algue vivant à l'intérieur de ses tissus. Plus il y a de soleil, plus il y a de nourriture pour le corail. Les algues sont une composante importante du corail. C'est sa centrale électrique. Elles réalisent la photosynthèse et produisent l'énergie nécessaire à la croissance de l'animal. Corail et algues, plantes et animaux, vivent heureux ensemble. Jusqu'à ce que l'eau devienne trop chaude. Les températures élevées stressent le corail, ce qui l'amène à expulser les algues de ses tissus. C'est ce qu'on appelle le blanchissement des coraux. Plus nous émettons de dioxyde de carbone, plus le changement climatique entraîne une hausse des températures, ce qui crée plus de blanchissement des coraux. Et peu de récifs ont été aussi durement touchés que la Grande Barrière de corail australienne. La moitié des coraux de la Grande Barrière sont morts depuis 2016. Et c'est mauvais pour la biodiversité. C'est comme la forêt tropicale de l'océan. Vous savez, les coraux eux-mêmes fournissent beaucoup de structures. Si vous êtes un petit poisson et qu'il y a beaucoup de gros poissons qui pourraient vous manger, vous avez besoin de cette structure pour vous cacher. Lors des perturbations qui tuent les coraux, nous constatons une baisse de la diversité des poissons, mais aussi une baisse de l'abondance des poissons. Des amas de squelettes de corail blanc. Des coraux incolores, des récifs laissés en ruine, tout un écosystème laissé pour mort. Cela peut sembler sans espoir. Mais ici, à l'Australian Institute of Marine Science, les chercheurs mènent des expériences qui pourraient changer le cours des choses pour les coraux. Vous pouvez donc gérer la qualité de l'eau, vous pouvez gérer la pêche, vous pouvez, dans une certaine mesure, gérer la prédation de l'étoile de mer couronne d'épines, mais il est très difficile de contrôler la température de l'eau. Donc, l'une des choses que je fais ici est d'examiner un autre type de méthode de restauration appelée le flux génétique assisté. Nous utilisons des méthodes d'élevage sélectif en mélangeant des œufs et du sperme provenant de différents récifs de la Grande Barrière de corail. Le flux génétique assisté est un peu comme un entremetteur pour le corail. Les composantes de base de la vie dépendent des informations génétiques de l'animal, et celles-ci sont essentiellement contenues dans les gènes. Il s'agit d'un concept appelé héritage génétique. C'est la même chose pour nous. On ne parle pas de la gène qui nous fait rougir. On parle plutôt de ce avec quoi vous êtes né. Vous avez peut-être les yeux de votre père et les cheveux de votre mère. Ça provient de votre combinaison unique de leurs gènes. Mais quel est le rapport avec le blanchissement des coraux? La Grande Barrière de corail est en fait de la taille de l'Italie, donc les températures peuvent varier pas mal. L'île de Lord Howe peut atteindre des températures de l'ordre des 20 degrés, tandis que si vous allez jusqu'à l'extrême nord de la Grande Barrière de corail, c'est de l'ordre des 30 degrés. Nous essayons de produire des bébés coraux qui ont les traits de leurs parents à partir de récifs plus chauds. L'idée est donc de produire une espèce de super corail. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais en fait, ce genre de choses a déjà été fait auparavant. Beaucoup des concepts que nous utilisons dans le cadre du flux génétique assisté proviennent des techniques agricoles traditionnelles. Par exemple, le maïs. Le maïs sauvage ne ressemble en rien au maïs que nous achetons au supermarché. Grâce à un processus de sélection, les scientifiques et les agriculteurs ont pu produire du maïs avec des caractéristiques spécifiques, du maïs sucré et juteux avec de gros grains. Nous utilisons essentiellement les mêmes méthodes, les mêmes principes, mais nous les appliquons maintenant à la restauration des récifs coralliens. Des aquariums simulent les conditions de la mer et abritent des bébés coraux. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il? Comment créer un super bébé corail? Nous commençons avec différents individus de la même espèce de corail vivant dans différentes parties du récif. Donc, la première chose à faire est de trouver des parents coralliens qui ont déjà démontré qu'ils peuvent survivre à des températures élevées. Nous trouvons ces colonies dans l'eau, puis nous les mettons dans des réservoirs et attendons qu'elles fraient. Certains coraux, dont beaucoup se trouvent sur la Grande Barrière de corail, ne fraient qu'une fois par an. Cela donne à Kate et à son équipe une chance de collecter des échantillons pour la reproduction. En novembre, généralement quelques jours après la pleine lune, ils libèrent tous leurs ovules et leurs spermes que nous capturons ensuite. Nous les mélangeons tous ensemble et nous produisons ces bébés coraux avec des antécédents génétiques différents.
De petites billes remontent à la surface d'un réservoir de corail en frais. Vous pouvez voir qu'il y a tous ces petits points. Ce sont les larves individuelles. Ils sont si mignons. Donc, chacun de ces cônes est spécifique, à une mère et un père spécifiques. Par exemple, juste ici, c'est la famille 40. La mère était de Davies Reef et le père était des îles Keppel. Et puis, nous prenons ces bébés et faisons des tests pour voir s'ils tolèrent bel et bien les températures plus élevées. Nous avons donc augmenté la température à 35,5 degrés Celsius, ce qui est très chaud. Nous avons donc mis au départ 30 larves dans chaque récipient. Nous aurons simplement à compter combien ils survivront à long terme. À ce stade, les larves de corail sont pas mal grosses. Et quand elles meurent, elles disparaissent tout simplement. Nesha compte un échantillon de larves. C'est très difficile. Je n'arrête pas de les perdre de vue parce qu'elles bougent beaucoup. Il faut de la pratique. 29? 29. Donc, ce que nous pensons, c'est que la population des Keppel, où il fait généralement très froid, sera celle qui mourra le plus rapidement. Mais ce que nous espérons, c'est que si nous combinons une colonie mère, par exemple de Davies Reef, qui est un récif plus chaud, avec un père des Keppel, les bébés pourront en fait mieux survivre. Parce qu'ils seront capables de tolérer la température de la colonie mère. Un navire de recherche vogue sur l'océan. Éventuellement, certains de ces super coraux potentiels seront emmenés sur le récif pour voir s'ils survivent bien. Des chercheurs inspectent des lattes de pierre étiquetées. Des scientifiques, des conservationnistes et plusieurs autres travaillent sur divers moyens d'aider le récif à se rétablir. Et ils espèrent ne pas avoir à les utiliser. Le meilleur scénario est de s'occuper du changement climatique et de laisser le système se rétablir naturellement de lui-même. Mais en même temps, nous devons étudier ces moyens d'intervention au cas où les températures continueraient à augmenter. Le corail existe sur cette planète depuis des dizaines de millions d'années. Donc, il y a de l'espoir. L'espoir que la grande barrière de corail puisse un jour être grandement rétablie. Il y a encore de nombreuses parties du récif qui sont toujours très en santé et elles produisent encore des bébés coraux qui pourront à leur tour réensemencer d'autres parties du récif. Nous avons toujours un bon espoir que le récif puisse se rétablir, mais nous devons agir maintenant pour que le récif ne continue pas à diminuer dans l'avenir. Des centaines de petits poissons nagent sur un récif de corail coloré.